Marine. Et alors on vous reçoit aujourd'hui pour nous parler des éditions Le Chat Rouge et nous nous réjouissons d'avance de tout ce que vous allez pouvoir nous raconter. Alors, moi aussi, je suis ravi d'être là ce soir. J'ai quand même l'honneur de venir au boudoir. Ça se fait d'ailleurs, santé. Chin chin. Voilà, on commence par là. Alors, les éditions Le Chat Rouge sont nées en 2002 suite à un refus de Grasset, des éditions Grasset, qui n'avaient pas voulu mon manuscrit. Et en fait, c'est... Quelle bande de petits saligots. Voilà, et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez du film Le Cercle des Poètes Disparus. Bien sûr. Le héros du film se suicide parce qu'on lui refuse un rôle. Et dans les Friends, il y avait un personnage qui disait « Mais quel idiot! Il n'a pas à se suicider, il n'a qu'à créer une troupe de théâtre. » Et finalement, c'était un peu ça, le Chat Rouge. C'est-à-dire qu'on a créé... ils veulent pas, c'est pas grave, on crée une maison d'édition. Bon, voilà. Alors, après, c'est devenu beaucoup plus sérieux quand j'ai voulu développer et proposer des œuvres fin de siècle. En fait, le Chat Rouge, on s'appelle édition Le Chat Rouge, en grande partie, c'était par rapport au Chat Noir. Juste pour dire à ceux qui ne connaîtraient pas bien cette période, le Chat Noir, en fait, c'est à la fois le nom d'un cabaret où on venait faire la fête et qui est fort connu puisqu'il y a la fameuse affiche avec le chat noir sur fond jaune. Tout à fait. Mais un mois après la création du cabaret est née la revue Le Chat Noir. Et donc où ont débuté des gens qui sont devenus célèbres comme Verlaine et puis d'autres qui sont tombés dans l'oubli comme Jean Lorrain. Par exemple, Jean Lorrain. Tout particulièrement. Exactement. D'ailleurs, là, je voudrais faire honneur donc à ce livre que j'aime énormément, qu'on vient de faire reparaître. C'est une petite merveille. Voilà. En fait, quand j'ai découvert ce bouquin, donc Conte d'un buveur d'éther de Jean Lorrain, je me suis dit, c'est pas possible que ça soit tombé dans l'oubli. Et donc, c'est un peu pour réparer des injustices qu'on a développées. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, cher Gérald, de quoi parle Conte d'un buveur d'éther? Alors, d'abord... un petit vers, ça fait jamais mal à personne. Exactement. Je vais vous dire pourquoi. Jean Lorrain, bon, comme tout le monde, l'éther ou toute drogue, c'est d'abord quelque chose qui soigne, qui soulage des douleurs. Et Jean Lorrain, donc, a pris l'éther, comme beaucoup de personnes, pour soulager un mal qui le rongeait. Et hélas, il y a pris goût. Et donc, mais le problème, c'est comme c'était un espèce d'hurluberlu excentrique et excessif, il en a bu à pleine gorgée. Et il avait même créé pour Liane de Pougy, alors Liane de Pougy, on en a parlé il y a quelque temps dans certaines émissions sur Arte. Une grande horizontale. Oui, une grande horizontale et une courtisane qui est devenue célèbre et qui était lesbienne, qui était écrivaine également. Ah, on a une intervention de Brian qui dit « J'adore tes livres, j'achète plusieurs au musée Montmartre. Youpi, merci, bisous. » Ah, merci, ça me fait Brian. plaisir. D'ailleurs, c'est que c'est au musée Montmartre, il faut que j'y retourne d'ailleurs. Hein. Oui, justement, évidemment, au musée Montmartre... excusez-moi, je vous ai coupé du coup. Mais non, et je disais donc, pour Liane de Pougy, il avait créé un cocktail à base d'éther. Oh. Alors, je vous lis la recette. Oui, on veut. Râpure de noix de coco, fraises et cerises fraîches dans un bain de champagne frappé et là-dessus, 5 cuillerées à café d'éther. Ah. C'est sûrement délicieux. Hein? Vous en avez déjà goûté de l'éther, Gérald? Non, mais franchement, depuis que je lis et relis ce cocktail, je pense que je finirai pas l'année sans. Eh bien, moi, pour en avoir sniffé étant plus jeune, je n'aurais aucune envie d'en boire. Ah. Oui, mais avec du champagne. On ne sait jamais. C'est toujours jamais, mais je vous mets déjà au défi de commencer à le sniffer. Nous verrons. Voilà. Et alors, le délire de cette histoire, c'est que Jean Lorrain, parce que ça, c'est un conte, c'est un recueil de contes, je dis pas fantastique, mais avec une atmosphère envoûtante, mystérieuse.
le fantastique de Lorrain, c'est pas un fantastique à Stephen King, en fait, c'est un Non. fantastique plutôt atmosphérique, mais avec des choses très étranges qui se C'est un passent. peu là où le lugubre côtoie le magnifique finalement. Oui, et même le grotesque. C'est-à-dire qu'il y a un effet horreur et farce. C'est Mhm. entre l'horreur et la farce. Et par exemple, le côté fantastique de Lorrain, c'est par exemple être à l'hôtel, avoir une chambre mitoyenne et entendre des bruits qui ne correspondent pas à ce qui pourrait se passer dans une chambre, par exemple, etc. Mais pour en revenir, parce que c'est une petite anecdote par rapport à Lorrain, qui est un excentrique fameux. Alors, moi, j'ai connu Lorrain, j'ai rencontré ce bouquin quand je lisais, étudiant, en fait, les biographies de Marcel Proust. Bien sûr. Dans toutes les biographies de Marcel Proust, il y a un passage à peu près d'une page ou deux consacré à Lorrain, parce que Marcel Proust s'est battu une seule fois dans sa vie En avec duel, Lorrain contre en Lorrain. duel. Tout à Et fait. c'était avec Lorrain. Ouais. Et l'an prochain, en 2022, on va fêter le centenaire de la mort de Proust. Et je crois qu'on va parler de Lorrain l'an prochain parce que Marcel Proust s'est battu une seule fois en duel. Et c'était contre Lorrain. Et ce Lorrain, Et on se souvient du grief qui les a amenés justement à se battre. alors, parmi, parce qu'il y avait, Lorrain n'était pas vilaine langue, était très vilaine langue. Ah oui, Pas du tout la c'est même même chose. cette langue de pute, on peut Voilà, dire. oui, hein, parlons français, langue de pute. Et il aimait beaucoup de méchanceté. Il semble que la méchanceté lui donnait à sa prose une espèce d'état de grâce. Tout à fait. Bon, par exemple, Ah, on veut voilà ce savoir. qu'il disait. Voilà, par exemple, il dit ce qui m'aide à vivre, c'est de savoir que je suis odieux à tant de gens. Oh, Voilà. magnifique. Et donc ça peint un peu le personnage. Bon, en plus, c'est le premier écrivain authentiquement gay, mais pas forcément dans son œuvre. Il parle un petit peu, mais c'est de manière sous-jacente. Mais par contre, dans sa vie privée, il était extraordinairement démonstratif. Mais il semble que les lois françaises, ou la France en tout cas de manière générale, étaient plus tolérante que l'Angleterre. Ah, certainement, oui. C'est un peu l'Oscar Wilde français, moins le procès. Oui. Voilà, moi je oui. dirais ça, c'est un peu l'Oscar Wilde français, mais lui il n'a pas subi le procès, il n'a pas subi, en tout cas, il a subi des procès, mais pas d'emprisonnement et pas une déchéance pareille, même s'il a été déchu. Et alors, parmi les points qui l'ont tué, il y a les terres. Jean Lorrain est décédé en 1906. Qu'est-ce qui se passe en 1986? Alors ça, j'ai pioché l'anecdote dans la grande biographie publiée chez Fayard par Thibaut d'Anthonay. Et voilà ce qu'il dit. Enfin, j'ai rédigé la chose. En 1986, 80 ans après l'inhumation officielle, la municipalité de Fécamp décida de déplacer son cimetière. Quand vint le tour de la tombe de Lorrain, une surprise attendait les employés des pompes funèbres. Dès que la sépulture fut décellée, s'échappa une forte odeur. D'éther. Exactement. Pire ou mieux, le corps de l'écrivain était à l'état intact. Oh, ça veut dire que l'éther conserve. Sa mèche de cheveux, exactement. C'est un truc de magnifique. malade. On C'est sait un quoi truc- faire c'est un truc alors. de malade. Franchement, c'est un truc de malade. Rabattu sur son front ainsi que sa moustache fournie était demeurée rousse et son visage au teint cireux avait conservé les traits qu'on lui connaît, seulement tavelé de blanc par endroits, précise Thibaut d'Anthonay, donc le biographe. Ça va être la moisissure, j'imagine. Autrement dit, C'est le pont de Diane de Oui. Poitiers. Autrement dit, Jean Lorrain était tellement imbibé des terres que son cadavre a été embaumé par la substance. Et alors, il était dit aussi que quand il arrivait dans dans un raout, une fiesta ou bien à l'opéra, dès que les gens percevaient une odeur d'éther, ils se disaient « Ah, Jean Lorrain est là !» Sans le voir parce qu'il y avait trop de monde, on se disait « Ah, il est là !» Voilà. Et c'est vrai que la maison d'édition, on a créé une espèce de ligne éditoriale qui en fait, cette ligne éditoriale, c'est pas quelque chose de conçu au départ, c'est juste une trajectoire de lecteur. En fait, je suis allé de fil en aiguille Bien sûr. à partir de Lorrain à m'intéresser Mais en à... fait, finalement, la ligne éditoriale, cher Gérald, c'est vous. Oui, Je crois. Je crois. un peu. Disons que je pars du principe que quand un livre me parle, forcément, il parle à quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que le livre va parler
à tous les individus de notre planète, mais forcément le livre va parler à quelqu'un. Et c'est là où je me dis, oui, on a réussi quelque chose, dans le sens où on a réussi à reproposer ces auteurs complètement tombés dans l'oubli pour des lectures d'aujourd'hui. Alors, par exemple, un autre de Lorrain, pour continuer un peu dans voilà, pour le coup, un autre récit fantastique que j'ai beaucoup aimé, et lui aussi, il est un peu à l'origine de la maison d'édition, parce que là, quand je suis tombé sur ce récit, il y a plusieurs contes, hein, c'est un recueil. La Mandragore, en fait, c'est un recueil, enfin, c'est un conte, pardon. Pour le coup, c'est un recueil, mais c'est d'abord un long conte où une reine, très belle, le prince est très beau, mais c'est pas de bol, elle accouche d'une grenouille. Alors, le début est complètement grotesque, parce qu'on se dit, mais pourquoi? La reine étant très belle, ben, elle est plutôt déprimée d'accoucher d'une grenouille. En fait, c'est l'autre version de la montagne qui accouche d'une souris. Et le prince, il est bien sûr d'une chose, c'est qu'il n'est pas le père de la lignée. Donc il accuse la reine d'être allée à droite et à gauche, d'avoir forniqué avec je ne sais pas qui et je ne sais pas quoi pour accoucher de cette satanée grenouille. Encore de la littérature misogyne. Voilà. Alors, pas de la littérature misogyne, non, absolument pas. Parce que la reine, justement, comment dire, là je peux pas avancer sur vous allez l'intrigue. spoiler. Mais non. Mais, non, vous allez divulgacher, pardon, c'est le non. terme. Mais en tout cas, c'est pas misogyne. On peut dire que c'est un conte profond sur la. Je pense que c'est plutôt Lorrain qui se prenait et pour la reine et pour la grenouille. Bien sûr. Voilà. Il avait une obsession des grenouilles. Oui, oui, oui. Une collection. Mais il a un côté un peu monstre sacré, Lorrain aussi, de toute manière. Oui. Et d'ailleurs, souvent, je me dis, en fait, c'est une littérature. Alors, qui aime les monstres? Jean Lorrain avait un physique, je dirais, pas facile, en tout cas pas évident. Lui s'est pris, en tout cas, pour un espèce de crapaud. Oui, et en voir les caricatures de Sem d'ailleurs, oui. Elles sont très révélatrices. Enfin, tout à fait, exactement. Il avait des yeux, effectivement, un peu plissés vers le bas, très grands. Et lui, étant excessif en tout, avait une mentalité qui hors norme et qui était monstrueuse, en fait. Tout simplement. Et je crois qu'il a, justement par rapport à l'éther, on parlait de l'éther tout à l'heure, c'est au moment où il a commencé à absorber l'éther, de cocktails, etc., qu'il est devenu lui-même, c'est-à-dire qu'il a commencé à écrire des contes fantastiques, étranges, macabres. J'adore le macabre. D'ailleurs, je finirai pas ma vie sans écrire une jolie petite histoire sur la littérature macabre. Tout à fait, parce Il y a qu'en plein de plus, choses aux formidables. éditions du Chat Rouge, outre les auteurs que vous remettez au goût du jour, vous écrivez également. Oui, j'ai commis quelques petites diableries. Nous avons le plaisir en tout cas de les avoir. Voilà, notamment, bon, je présenterai que celui-ci parce qu'il était à l'origine de la maison d'édition, hein, Carmélia. Alors, Carmélia, pour présenter juste un tout petit peu, c'est le nom que j'ai donné à une vieille mansarde qui parle sur le ton de voix d'une Tati Daniel de briques et de plâtre et qui torture son locataire qui habite chez elle, parce qu'elle ne comprend absolument pas pourquoi ce jeune freluqué va aller à droite et à gauche alors qu'il y a tout ce qu'il faut chez elle, tout ce qu'il faut à la maison. Donc elle part. En fait, j'ai un ami même qui m'a. Moi, je l'avais fait d'une manière spontanée comme ça, parce que j'avais vécu des choses comme ça, qui m'a dit, mais ça ressemble à ces histoires de feng shui avec l'influence des formes, l'influence des couleurs. Et donc plutôt que bêtement donner voix à la victime, ah qu'est-ce que je suis malheureux, c'est très dans l'air du temps, vous avez beaucoup souffert, ouin, pendant 350 pages, non pitié, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Donc j'ai donné voix au bourreau, c'est-à-dire Carmélia, c'est l'autre nom que j'ai pu donner à la pulsion du repli sur soi, c'est-à-dire à la dépression. Donc la dépression dit je, quasiment, mais c'est un lieu fixe. Voilà. Et pour l'avoir lu, je ne peux que vous le recommander d'ailleurs. Merci. Et donc Gérald, nous avons un peu pris des chemins de traverse, mais nous parlions du coup de la genèse de votre maison d'édition. Et qu'en est-il aujourd'hui? Donc après combien d'années maintenant? Ah oui, alors attendez, avant de parler des actualités, j'aimerais parler de cette collection
haut de forme. Je vais prendre toutes ces deux là, voilà. C'est un peu cette collection qui a mis comment dire, la maison d'édition à l'honneur dans certaines, même nombreuses librairies sur Paris et même à Lille, à Montpellier, Mola, etc., Ombre Blanche. En France, ouais, France. Et cette collection est née, alors le format, c'est un format A4 divisé en deux. Donc ça, c'est une feuille A4 que tout le monde connaît. Et en fait, pourquoi ce format? Au départ, j'avais aucune idée préconçue, c'est pas du tout quelque chose de calculé. J'avais, pour le premier volume de la collection, ça s'appelait Les Excentriques. J'avais dessiné un petit personnage avec un chapeau de forme extrêmement long. Je m'en souviens très bien. Voilà. Et j'avais tout simplement demandé à mon imprimeur qui me crée un format plutôt en longueur qu'en largeur. Et il m'a dit, pour des raisons financières, d'économie, réfléchis au format A4. J'ai divisé la feuille A4 en deux. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux me faire ça? Il a fait. Donc, et pour cette collection, l'idée, c'était en fait, de distribuer la littérature du 19e siècle sous forme de tribus. Et voilà comment un petit arrangement devient une sorte d'objet mythique. En tout cas, c'est un objet, c'est un livre-objet, c'est vrai, c'est un livre-objet. Alors après, il y en a qui disent que effectivement, c'est pas forcément facile de lecture, mais il suffit de le casser. Et ensuite, l'idée de ce format, c'était aussi la colonne de journaux qui est excitante souvent à lire parce qu'il y a des retours par ligne et très brèves, et ce qui fait que ça met le cerveau en ébullition. Je me suis dit c'est plutôt sympa comme ça. Et donc cette collection, ce sont des tribus, et ça a à voir peut-être avec notre époque, c'est-à-dire que il y a eu d'abord les excentriques, il y a eu les dandys, les fous de livres, les chats, les arbres, les fous de l'absinthe, les fous de livres. Et comme ça, il y aura prochainement probablement les fleurs. Parce que j'ai trouvé des textes magnifiques sur les fleurs. Mais en attendant, voilà, on a pas mal de textes sur l'absinthe. Vous savez, rien ne se droit ici. Alors, oui. On va le mettre plutôt comme ça, on ne va pas risquer. Voilà, donc c'est cette collection que je voulais juste présenter avant d'en venir aux actualités. Voilà. Et donc les actualités, alors les actualités, je ne suis pas encore à marée basse, donc je peux encore parler. Alors, plusieurs. D'abord, le journal de la peste. Voilà, oui, c'est vrai que je pourrais d'abord présenter celui-ci. Tellement d'actualités. Oui, tellement d'actualités. Tout simplement, le journal de l'année de la peste. Ça a été ma lecture de confinement en mars donc 2020. Je suis tombé dessus parce que j'avais lu un article, effectivement, parler avec des réimpressions de la peste de Camus. Et à chaque fois, il parlait donc de ce journal de l'année de la peste qui a servi de modèle à la peste de Camus. Et dans ce journal de l'année de la peste, en fait, c'est un commerçant donc de Londres qui raconte ce qui se passe à Londres pendant la peste de 1665. Et je garantis que ce qu'on a vécu avec le Covid, qui est pourtant terrible, c'est une promenade de santé comparée à la peste à Londres en 1665. Certains épisodes de ce bouquin, on a l'impression de plonger dans un épisode de Walking Dead, justement. On est dans quelque chose d'absolument épouvantable. Voilà. Mais pareil que notre époque, c'est-à-dire on a affaire à des confinements, mais par secteur ou par habitation ou par immeuble. On a affaire à des médecins qui se contredisent, on a affaire à des pauvres qui sont les premières victimes de l'épidémie, etc. En fait, on a les mêmes ingrédients d'horreur et bien sûr les autorités qui sont complètement dépassées par les événements, et en même temps une maladie qui arrive, qui connaît un pic
et qui disparaît sans aucune explication scientifique. Et je crois qu'on en est même là, nous aussi, c'est-à-dire qu'il y a des pics comme ça, et ça va, ça vient. Pour l'instant, on a du mal à appréhender la chose. Alors, le message, je dirais, optimiste de ce bouquin, c'est que l'action se passe en 1665. En 1666, à Londres, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le grand incendie de Londres. Oh. Autrement dit, ceux qui avaient survécu à tout ça, à la peste, sont morts carbonisés l'année d'après. En gros, c'est ça. J'aime votre vision du positivisme. Oui. Alors, et l'optimisme vient après, c'est-à-dire qu'après ces deux catastrophes successives... Positivisme, n'importe oui, quoi. Mais après ces on invente des mots ce soir, c'est magnifique. Oui, c'est vrai. Après ces deux catastrophes successives, eh bien, il y a eu une explosion économique, un bonheur économique pendant 7 années. C'est quand même pas très très long, pardon, mais oui, voilà, bon, après ça s'est tassé parce qu'il a fallu tout reconstruire et après ça s'est tassé. Mais bon, mais 7 ans, c'est une vie. Puis après la vie est brève. La vie est brève, chers amis. Voilà, alors donc ça a été un peu notre actualité en 2020. On a eu pas mal d'articles et de presse. Tout à fait. Parmi les deux derniers bébés, ah oui, je voudrais parler peut-être aussi d'abord celui-ci. Mécha d'Athénaïs Michelet. Alors ça, c'est un livre que j'aime beaucoup. On a une espèce de petite bibliothèque sur les chats, avec le chat rouge. C'est un peu évident. Attendu, évident, et puis nécessaire peut-être. Athénaïs Michelet, oui, je voulais en parler parce que parmi les auteurs oubliés, les auteurs dédaignés, les auteurs méprisés, ceux qui passent complètement dans les spams de l'oubli, de la postérité, il y a les auteurs femmes. Et je dirais que les écrivaines sont encore plus oubliées parmi les oubliés. Oui, certainement. Quand j'avais préparé cette anthologie, qu'on réédite depuis 2012, donc ça fait un sacré succès, on peut dire, d'estime, j'avais acheté le dictionnaire amoureux des chats de Frédéric Vitou. Et dans ce bouquin, le dictionnaire amoureux des chats de Frédéric Vitou, il y a une entrée de 4 pages dithyrambique sur ce livre, Mécha d'Athénaïs Michelet. Et donc, j'en avais mis un extrait dans l'anthologie, et ensuite j'ai voulu republier ce livre. Voilà, c'est le livre le plus grand public qu'on a au Chat Rouge. Mais il en faut parfois. Il en faut, et pourquoi c'est grand public? Parce qu'Athénaïs Michelet n'a jamais voulu publier de son vivant. Elle n'a écrit ce livre que pour elle-même. Elle ne l'a pas publié, c'est un ouvrage posthume. C'est un type plaisir égoïste. Exactement. Et du coup, elle n'avait pas du tout les tics de la littérature 19e. Elle n'avait pas... elle voulait pas épouser les préoccupations des décadents, des romantiques ou des symbolistes ou des naturalistes. Elle a écrit pour elle-même dans une espèce de bulle. Et ça donne quelque chose de remarquable. Voilà. Après, alors... Oui, en venir. Le fameux poème du hashish. Voilà, notre dernier bébé, moi, que j'aime beaucoup. Là, on s'est fait plaisir. En fait, c'est vrai que, en fait, je ne sais pas que je voudrais dire tout est amour au Chat Rouge, mais tout part d'une pulsion d'amour. C'est un état amoureux, en fait, un lecteur, une lectrice, et quelqu'un d'amoureux, d'amoureuse. C'est de là Paradis artificiel de Baudelaire. Et bien dans les paradis artificiels, je me suis aperçu que je relisais que le poème du hashish. Après, ça ne durait pas très longtemps en fait. Oui, c'est pour ça que c'était... Mais c'était délectable, mais le truc c'est que je me disais pourquoi Pourquoi l'autre partie m'énervait? Et en fait, l'autre partie qui est consacrée à l'opium, en fait, n'est qu'une traduction de Thomas de Quincey, et non seulement une traduction, mais avec une traduction glosée, c'est-à-dire commentée. Et c'est vrai que le livre Les Paradis Artificiels, c'est un livre un petit peu bancal, et c'est vrai que les critiques sont un peu tombées sur Baudelaire là-dessus. Bon, il ne faut quand même pas déconner, c'est du Baudelaire, donc c'est quand même génial. Simplement que là, avec le poème du hashish, on a affaire à un texte sublime de A à Z, construit, architecturé, c'est un régal. Et on a fait mettre... Émilie nous fait un joli petit message. Merci Émilie. Moi aussi, je la remercie. Je lirai le message après. 4e de couverture, toute débauche parfaite a besoin d'un parfait loisir. C'est une sainte phrase, mais quand on comprend qu'est-ce que veut dire Baudelaire par
parfait loisir, alors on comprend que, mais comme les drogues et l'alcool, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas à n'importe quel moment, c'est un rituel, c'est un protocole. Je crois que l'idée de prendre tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure pour n'importe qui, c'est le meilleur moyen de se casser la gueule et de passer à côté peut-être d'une grande expérience humaine, une grande expérience tout court. Et moi, le mot poème, c'est le mot que je préfère. Au monde, je crois que c'est le mot que je préfère parce qu'il contient beaucoup, beaucoup de choses, même l'amour et même la création. C'est-à-dire que quand j'ai écrit la première fois, je me suis dit, mais pourquoi ce titre, le poème du hashish? Je voulais publier le poème du hashish. Et bien voilà. En fait, c'est une question d'étymologie. En grec ancien, le mot poésis veut dire création, œuvre. Et il vient du verbe poein, faire, créer. Ainsi, le poème du hashish pourrait signifier l'œuvre du hashish ou encore ce que le hashish crée en nous. Et voilà ce que signifie donc ce livre. Qu'est-ce que le hashish peut créer en nous? Et c'est souvent en fait un révélateur. Mais alors il ne s'agit pas du shit, hein. Il s'agit d'une espèce de mixture. En fait, c'est pas fumé, c'est une espèce de confiture verte à base, on rajoute un petit peu d'opium, un petit peu d'autres substances, mais pour le coup, ça reste quand même du hashish. Et on a gardé cette orthographe avec les deux S parce que, et il est expliqué par Baudelaire aussi, que le mot assassin viendrait du mot hachachin ou hachichin. Voilà. Alors, la petite anecdote, c'est que, voilà, en fait, ce qu'il y a eu, c'est que près de Téhéran, il y avait un islamiste complètement fanatique qui faisait absorber du hashish à ses spadassins pour tuer d'autres musulmans, d'ailleurs pas très loin de chez lui, et il leur faisait absorber du hashish afin qu'ils aient des visions du paradis, et donc ainsi ils avaient absolument plus peur de la mort, et donc ils étaient surnommés hachachin ou hachichin, et de là viendrait le mot assassin en français. Alors l'étymologie, regardez, c'est pas complètement attesté, mais en tout cas tous les écrivains du 19e siècle s'étaient jetés dessus. Alors on dira qu'on la garde pour l'histoire aussi. Pour le mythe. Et pour le mythe, voilà, peut-être. Voilà. Donc ça, c'est la nouveauté au Chat Rouge dans toutes les bonnes librairies. Ah oui, un livre que j'adore et qui est aussi d'actualité. La Comédie de la mort. La Comédie de la mort de Théophile Gautier. Et ça a à voir un petit peu avec Baudelaire. Parce que Théophile Gautier, bon, jadis, parce que quand même, je suis d'un certain âge, donc autour des années 2000, j'étais gothique d'une manière sévère et affirmée. Et c'est une maladie qui se soigne très bien aujourd'hui. Oui, mais visiblement, il y a encore des séquelles. Hein, là, je me dis, bah, il y a encore des séquelles. Et je cherchais sur le net et partout tout ce qui avait trait à la littérature macabre. Et je suis tombé, bien sûr, sur la Comédie de la mort de Théophile Gautier. Et notamment, en fait, quand dans Les Fleurs du Mal, en liminaire, Baudelaire parle du poète impeccable, parce qu'il dédie Les Fleurs du Mal à Théophile Gautier, et il dit c'est le poète impeccable Théophile Gautier. Et c'est pas en pensant à Emos et Camée ou à d'autres recueils de Théophile Gautier, c'est en pensant à la Comédie de la mort. Alors ce qui est injuste, c'est que, vous voyez là, Théophile Gautier, en fait, c'est un auteur ultra connu, en tout cas dont la moitié de l'œuvre est au moins disponible en poche. Mais par contre, ce bouquin, lui, il est complètement tombé dans l'oubli. Et pourquoi donc, à votre avis? Je pense que alors, je ne dis pas les Français, mais peut-être que la mémoire française est assez sélective et que les œuvres qui sont dans l'humour noir, qui sont dans le grotesque, qui sont dans le fantastique, tout ce que j'aime un peu, ou tout ce qui relèverait peut-être de la littérature hispanique, je ne sais pas, en fait, il y a beaucoup de choses comme ça, n'est pas prise au sérieux. Et donc ça tombe à la trappe. Mais ce qui est regrettable, c'est que Les Fleurs du Mal avaient pour modèle la Comédie de la mort de Théophile Gautier. Alors, dire un peu, pour présenter l'ouvrage, en fait, dans la Comédie de la mort, on a affaire à un Théophile Gautier
je pense que c'est l'œuvre romantique la plus barrée de toute l'histoire du romantisme français, quoi. On a affaire à quelqu'un, on croirait, il y a plusieurs poèmes, et dans le premier poème, il raconte une histoire. En fait, c'est une poésie complètement narrative. C'est un peu comme du Homère, en fait. On lit, et c'est une histoire qui se déroule, et sans accroc, il ne s'agit pas de créer des petits bijoux précieux et magnifiques, il s'agit de raconter une histoire. Et dans La Comédie de la Mort, en fait, Théophile Gautier met en scène deux personnages, dont une trépassée. La trépassée ne sait pas qu'elle l'est, trépassée. Elle se croit... Mais il aime ça, Théophile Gautier. Oui, il adore ça. Et cette trépassée, elle se croit à sa nuit de noces. Elle trouve que le lit est étroit, qu'il fait froid, et puis que l'époux tarde à venir, surtout. Et là, Théophile Gautier fait intervenir un personnage qu'on croirait sorti de Tim Burton, le ver, V-E-R. Et là, le ver s'adresse à la trépassée et il lui explique les gravures et ce qui va se passer. On est en plein délire, en plein... mais même pas un délire, en fait. On est en pleine... comment dire en plein grotesque, en plein fantastique. Je crois qu'il est allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait imaginer de la mort matérielle, jusqu'à créer des personnages fantastiques, même peut-être enfantins. Hein, le ver, après tout, je trouvais qu'il y a quelque chose d'enfantin. Et puis après, on a rajouté d'autres poèmes macabres, délicieusement macabres, de Théophile Gautier. Et il faut avoir lu, parce que là, c'est du ressort même de Rabelais, il faut avoir lu une fois dans sa vie ce poème qui s'intitule « La mort, l'apparition et les obsèques du capitaine Morpion ». Voilà. Et ça vaut son pesant de cacahuètes rabelaisiennes, et franchement, c'est hilarant. Allez, juste un vers pour laisser un peu le suspense. Mais ah oui, un extrait de ce poème. Alors peut-être deux. Oui. Un soir, au bord de la ravine, ruisselant de foutre et d'urine, on vit un fantôme tout nu, à cheval, sur un poil de cul. C'était l'ombre du capitaine Morpion, dont la carcasse de verre pleine, par défaut d'inhumation, sentait la marole et l'arpion. Bon, je vous laisserai lire et découvrir ce monument d'humour et de... Il y a aussi des vers mélancoliques, il y a aussi des vers d'une très belle tristesse, et notamment un poème qui est magnifique où il s'imagine se replier du monde complètement, un peu à la manière d'un rebours. Oui, bien sûr, comme on aimait des Esseintes. Exactement, des Esseintes, et on se dit, voilà, Rabelais, Théophile Gautier peut-être a inspiré des Esseintes. Ah oui, Huysmans, bien sûr. Voilà. Avez-vous quelque chose à rajouter pour terminer, cher Gérald? Oh, je pourrais parler de ce recueil de Richepin, mais... Ou un mot sur les futurs désirs de parution? Ben, il y a pour 2022 pas mal de choses, pas mal d'idées de parution, et notamment il s'agira peut-être de Robert de Montesquieu, que nous aimons particulièrement ici. Sur le snobisme. Évidemment. Et peut-être, sans doute même, un essai du dandy qui s'appelle Massimiliano Mocchia di Codiola. Magnifique. Voilà, sur les accessoires masculins disparus, mais qui sont essentiels. Ah, il faut faire aussi rentrer des jeunes auteurs qui ne sont pas encore voilà, de temps en temps, mais bon. Ah oui, de dire aussi que, bon, de manière générale, en fait, c'est plutôt des manuscrits qu'on sollicite. En général, on publie que des auteurs morts. Juste savoir donc que nous publions essentiellement des auteurs morts. Et depuis longtemps. Et morts aux bonnes dates. Les dates fatidiques sont très importantes, c'est-à-dire que pour qu'un auteur tombe dans le domaine public, hein, que ce soit Jean Richepin, Baudelaire, etc., il faut qu'il y ait 70 ans après le décès de l'auteur. Les dates, c'est ces petits détails macabres qu'il faut savoir, les années de guerre comptent double au bénéfice des héritiers. Voilà. On les maudit. Sachez aussi que bien qu'il y ait quelques auteurs vivants au Chat Rouge, il y a beaucoup de convivialité entre les auteurs vivants et les auteurs morts.
tout se passe bien en général au Chat Rouge. Merci cher Gérald et à très bientôt. Merci beaucoup. Bravo. Bravo.